Aujourd'hui, on va décortiquer une mise à jour essentielle d'un modèle éducatif classique. C'est une révision qui a vraiment tout changé dans la manière de concevoir l'apprentissage. Allez, c'est parti! Alors la question se pose, n'est-ce pas? Un cadre pédagogique qui date de 1956. Le monde a radicalement changé depuis. Notre accès à l'information, nos outils, les défis auxquels on fait face, tout est différent. Alors comment est-ce qu'un modèle de cette époque pourrait encore nous guider? C'est précisément pour ça qu'une mise à jour cruciale a été faite en 2001. Et quand on met les deux versions côte à côte, le contraste est flagrant. On passe d'un modèle statique, un peu figé et unidimensionnel, à une approche qui est à la fois dynamique et bidimensionnelle. En gros, il y a deux évolutions majeures. On arrête de parler de savoir comme des choses pour parler d'action et on ajoute une toute nouvelle dimension à la réflexion. Plongeons dans le premier grand changement. Ça peut sembler être un détail, mais c'est fondamental. Le langage. L'idée ici, c'est de transformer la pensée d'un état passif à un véritable processus actif. Regardez bien cette transformation. La connaissance devient l'action de se souvenir. La compréhension devient comprendre. L'application devient appliquer. Ce n'est pas juste un jeu de mots, c'est un vrai changement de philosophie. L'apprentissage n'est plus quelque chose qu'on possède, c'est une action qu'on fait. L'apprenant n'est plus un simple réceptacle, il devient un acteur. Le deuxième bouleversement majeur, lui, se passe tout en haut de la pyramide. On a complètement repensé ce qui constitue le plus haut niveau de la compétence cognitive. Dans le modèle d'origine, le sommet, le Saint Graal, c'était évaluer. La capacité à juger, à critiquer une idée, c'était vu comme la compétence ultime. Mais est-ce que c'est vraiment ça la finalité de l'apprentissage ? Et c'est là que tout bascule. Dans la version révisée, créer prend la première place. L'évaluation est toujours cruciale, bien sûr, mais elle devient l'avant-dernière étape. Le véritable sommet, c'est l'innovation, la capacité à générer quelque chose de nouveau. C'est un changement qui reflète parfaitement l'importance de la créativité dans notre monde. Ok, on a vu le passage à l'action et le nouveau sommet. Mais maintenant, on aborde la partie la plus révolutionnaire de cette révision. C'est le moment où la simple liste se transforme en un outil beaucoup plus puissant. D'un côté, on a notre première dimension, les 6 processus cognitifs. Ce sont nos verbes, les actions que l'esprit peut accomplir, c'est l'axe du comment on pense. Et de l'autre côté, la voici, la fameuse deuxième dimension, les types de connaissances. Là, on ne se demande plus seulement comment on pense, mais à propos de quoi on pense. Est-ce qu'on manipule des faits, factuels, des théories, conceptuelles, des méthodes, procédurales, ou est-ce qu'on réfléchit à sa propre manière d'apprendre, métacognitive? Et c'est là que la magie opère. En croisant ces deux dimensions, la simple pyramide devient une grille, une matrice riche et détaillée. Chaque case est un objectif d'apprentissage potentiel qui combine une action avec un type de savoir. Pour les éducateurs, c'est un gain en précision qui est juste phénoménal. D'accord, le cadre est élégant, c'est certain. Mais concrètement, sur le terrain, dans une salle de classe, ça donne quoi ? Voyons comment cet outil passe de la théorie à la pratique. Prenons un exemple. Au lieu de dire vaguement « il faut comprendre l'économie », on peut formuler un objectif d'une clarté redoutable, comme « analyser les connaissances conceptuelles des théories économiques ». On a bien le processus, analyser, et le type de savoir, conceptuel. L'objectif devient limpide et mesurable. Un autre exemple parfait, l'objectif serait de critiquer la validité d'une source. L'action de critiquer, ça nous place dans le processus évaluer. Et l'objet, la validité d'une source, ça relève des connaissances factuelles. On a une tâche précise, parfaitement définie par le croisement des deux dimensions de notre grille. Ce cadre est devenu le moteur de plein de stratégies pédagogiques modernes, comme la classe inversée. L'idée est simple et puissante. Le travail cognitif de bas niveau, comme se souvenir ou comprendre, peut se faire à la maison. Et le temps précieux en classe est alors entièrement dédié au processus de haut niveau. Appliquer, analyser, évaluer et, bien sûr, créer ensemble avec l'aide des autres. Parce que finalement, le but de tout ça, c'est de développer ce qu'on appelle la pensée d'ordre supérieur. Et ce n'est pas un luxe. C'est une compétence de survie aujourd'hui, savoir résoudre des problèmes complexes, avoir un esprit critique, être créatif. Ce modèle est une véritable feuille de route pour y parvenir. Mais attention, il ne faut surtout pas voir ce modèle comme une échelle rigide à grimper barreau par barreau. C'est bien plus subtil. Il faut le voir comme une boussole, un guide flexible qui nous aide à nous orienter dans la complexité de l'apprentissage. Parfois, on a besoin de créer pour mieux comprendre, par exemple. Et tout ça nous laisse avec une question ouverte. Et si le plus grand potentiel de ce modèle n'était pas juste de cocher des cases pour évaluer ce qui a été appris? Et si on l'utilisait plutôt comme un tremplin?
Comment concevoir des expériences d'apprentissage qui mènent systématiquement vers le sommet de cette pyramide, pour former la prochaine génération de créateurs et d'innovateurs? La question est posée.